Bonjour à tous. Donc je suis Eric Larchevêque. Avant de commencer, juste quelques mots sur Ledger et ce lieu qui vous accueille. Donc je suis le fondateur de Ledger, qui est une société qui fabrique et conçoit des systèmes de sécurisation pour Bitcoin, la blockchain en fait, et tout type d'application qui utilise de la cryptographie et où l'utilisateur final ou l'entreprise doit gérer ses clés cryptographiques. On fait un petit peu le même métier que Oberture ou Gemalto, pour donner un exemple, mais vraiment appliqué à cette nouvelle industrie. On est une quinzaine de personnes, on a un site ici, dans le centre de la France et à San Francisco. Et ici, c'est la maison du Bitcoin, ça a été créé il y a à peu près 2 ans, et c'est un endroit qui a pour vocation de fédérer un petit peu la technologie autour de Bitcoin. On a ici un comptoir de change où les gens peuvent acheter et vendre du Bitcoin. On a aussi une petite boutique où on vend des choses autour du Bitcoin, et notamment les produits Ledger, et on organise régulièrement des formations, des meet-up, des événements autour donc, de Bitcoin et de sa technologie blockchain. Et aujourd'hui, on va parler de la blockchain et des enjeux pour la fintech. Et avant de rentrer dans les détails de ce que sont ces enjeux, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on peut en faire, j'aimerais parler un petit peu justement de la blockchain. Et je vais commencer par une citation du CEO de JP Morgan, qui est quand même une des plus grandes banques du monde. Et c'est assez récent, il a dit ça il y a quelques jours. En résumé, il dit que le Bitcoin, c'est une perte de temps, mais que la technologie sous-jacente, la blockchain, elle, par contre, peut être assez utile pour transporter d'autres currencies, et pourquoi pas le dollar. Alors, qu'ils disent que Bitcoin soit une perte de temps, pourquoi pas, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que, et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit que les gouvernements n'accepteront jamais, en fait, de voir une monnaie échapper au contrôle des États. Et pour ça, il dit, Bitcoin, ça ne marchera jamais, donc ça ne sert à rien de perdre du temps avec ça. En quelque sorte, il a raison, c'est vrai que la monnaie, c'est quand même un des aspects de contrôle et de pouvoir les plus importants pour un État. Donc si on voit que la monnaie échappe à l'État de par sa nature décentralisée, eh bien, on peut aller au-delà d'une nouvelle société, ça peut créer des problèmes. Enfin bref, c'est un vrai débat, une vraie question. Donc sur ce point-là, c'est une opinion tout à fait respectable. Mais en même temps, dire que la blockchain, par contre, c'est super et qu'on peut en faire plein de choses, c'est un petit peu un non-sens. Et cette opinion qu'on entend assez régulièrement depuis quelques mois, qui est le Bitcoin, non mais c'est nul. Par contre, la blockchain, ça c'est une vraie innovation et c'est génial. Ça revient un petit peu à ça. C'est-à-dire de dire que au final, la blockchain et Bitcoin, c'est la même chose. On a juste un mot différent qui exprime des choses un petit peu séparées, mais l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on peut faire d'autres types de blockchain, et on va justement rentrer dans ces détails, mais il faut bien comprendre que la blockchain et Bitcoin, on ne peut pas vraiment les dissocier, c'est lié. Et du reste, dans le papier, dans le white paper en fait, de Satoshi Nakamoto, il ne parlait pas tellement de la blockchain. Il parlait surtout du Bitcoin, qui est une sorte de cash digital décentralisé, et qui va utiliser par nature en fait, cette fameuse blockchain, mais qui au final, comme on va le voir, n'a de sens réel que si on l'associe à Bitcoin ou à un token, à une monnaie décentralisée différente. Sinon, on parle juste d'une base de données glorifiée. Et justement, la blockchain, donc, quand on parle de cette blockchain, c'est une base de données. Alors, elle a un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. Elle est décentralisée et distribuée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément central, ce n'est pas un serveur central qui va tout contenir. Il y a tout un tas de nodes qui sont distribués sur le réseau, qui se connectent en pair à pair via Internet, dans le tissu d'Internet, et qui permettent d'échanger et de distribuer cette base de données que tout le monde possède et que tout le monde peut lire. C'est pour ça qu'on parle d'auditabilité, c'est-à-dire que la blockchain est entièrement publique, puisque les nodes qui la téléchargent et servent de relais doivent pouvoir la comprendre pour la valider. Donc en aucun cas on peut avoir des données qui soient cryptées, masquées. On doit pouvoir comprendre le sens entier de ces données-là. Et ces données-là sont en réalité non pas, des images, du texte, des choses qu'on pourrait trouver dans une base de données, mais c'est limité à un grand livre comptable. En tout cas dans la version actuelle, quand on parle de blockchain et les données qui sont dedans, eh bien, c'est un grand livre comptable qui exprime qui possède combien. Qui, en fait, ce sont des identités digitales, des identités cryptographiques, ce n'est pas des identités légales, donc c'est juste l'équivalent d'un login mot de passe, mais en décentralisé.
Et combien? Eh bien, c'est une valeur en token qu'on appelle justement le Bitcoin. Cette base de données, donc cette blockchain, à chaque fois qu'on fait des entrées dedans, qu'on fait des transactions, eh bien, elle est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annuler, on ne peut pas faire undo, CTRL-Z. Une fois qu'on a intégré une transaction dedans, alors on peut l'annuler en écrivant une transaction inverse, évidemment, mais on ne peut pas modifier la chaîne des événements et on ne peut pas modifier, en fait, cette base de données en revenant en arrière, en disant « Ah ben non, ça, finalement, ça ne me plaît pas trop, j'aimerais le retirer ou je vais le rechanger ». Non, c'est une base de données qui est extrêmement sécurisée. On verra un petit peu plus tard comment elle est sécurisée. Et c'est ce qui fait surtout son intérêt. C'est qu'elle est du coup résistante à toute forme de censure. Et c'est ça la définition même de la blockchain, c'est qu'on a une base de données qui existe dans le tissu d'Internet, qui est donc décentralisée, qui n'appartient à personne en particulier, et qui permet de stocker de façon extrêmement sécurisée des données comptables, on va dire, sans qu'elles puissent être modifiées, et sans que personne ne puisse venir apporter une quelconque forme de censure, que ce soit l'attaquer, l'arrêter, la modifier, mettre du coup une sorte de couche de contrôle juridique, de régulation. Voilà, on ne peut pas l'arrêter, c'est dans Internet, et c'est ça ce qui fait sa force, c'est tout son intérêt. Le Bitcoin, en fait, c'est le token qui est issu par la blockchain. C'est-à-dire que quand, j'en parlais tout à l'heure, c'est un grand livre comptable, eh bien, quand on exprime les unités, on appelle ça le Bitcoin. Voilà, c'est juste le nom qu'on va donner à ça. Et cette quantité de Bitcoin, le nombre de Bitcoins qui peuvent exister dans ce grand livre comptable, il est contrôlé par une suite mathématique. Et du coup, au final, on en vient à parler de monnaie. Alors, est-ce que ce n'est pas une vraie monnaie au sens légal du terme? Bien évidemment, puisque seul un État peut battre la monnaie. Mais au final, ça ressemble à ça. Et on se retrouve donc avec un token, une unité qu'on est capable d'échanger de façon sécurisée sur une base de données globale, mondiale. Et au final, ça ressemble un petit peu à une sorte de cash digital global. Et c'était du reste l'objectif et l'origine de la création du Bitcoin, qui est un cash digital. Et on voit bien donc que ce Bitcoin est vraiment rattaché de façon extrêmement forte à la blockchain. En réalité, c'est la même chose, c'est juste une question de sens. Quand on parle de Bitcoin, on va plutôt parler de la monnaie, c'est-à-dire l'usage qu'on va en faire en tant que monnaie, qui est un petit peu à l'origine de tous les problèmes, fantasmes et hystéries qu'on peut retrouver autour de cette technologie. Et la blockchain, c'est ce qu'il va y avoir en dessous. Et effectivement, avec cette blockchain, on est capable de rajouter des couches applicatives assez différentes qui permettent de faire autre chose que simplement de la monnaie. Et c'est à partir de là qu'effectivement, les fintechs, les établissements financiers se sont aperçus qu'il y avait des choses à faire et qu'on est parti dans une sorte de changement un petit peu en termes d'image. On ne parle plus de Bitcoin, mais on parle de blockchain. Mais il faut bien comprendre que c'est vraiment lié. Parce que la résilience de la blockchain, le fait que ce soit sécurisé, qu'on ne puisse pas la modifier, qu'elle soit donc intéressante en tant que base de données décentralisée, sécurisée, eh bien, c'est directement proportionnel au succès de Bitcoin, quelque part en tant que monnaie, ou de quasi-monnaie, pour être précis. Pourquoi? Parce que la sécurisation de la blockchain est assurée en fait par sa décentralisation et un système de minage, et seul le fait que Bitcoin ait une valeur marchande, en quelque sorte, va permettre de donner un intérêt et de motiver les gens à rajouter une sécurisation. Donc, une blockchain sans Bitcoin, en fait, c'est rien d'autre que, je sais pas, Postgres 9.3 distribué. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens, tant d'établissements financiers, tant de personnes, finalement, qui sont ébahis ou qui s'extasient devant une nouvelle base de données. Normalement, ça, c'est le domaine des DSI, des directeurs techniques. Si on retire la notion de token cryptographique à la blockchain, on se retrouve juste avec des bases de données distribuées, et ça existe depuis les années 80. Il y a des choses comme Ripple, par exemple, qui existent avant Bitcoin, qui sont très intéressantes, qui permettent de faire des choses nouvelles, effectivement, une nouvelle approche de la distribution de titres, etc., mais qui n'ont pas du tout la même puissance que si on utilisait la blockchain de Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il est intéressant et important de bien comprendre un petit peu la différence entre les deux, même si c'est une différence sémantique, et que l'on parle de blockchain de Bitcoin ou de blockchain privée, au final, on ne va pas parler du tout de la même chose, parce que dans un cas, on a une vraie base de données qui va être décentralisée, dont la vérité en quelque sorte et l'intégrité va être assurée par la communauté globale,
et donc pourra être validée, alors que dans l'autre cas, si c'est une blockchain privée, eh bien, elle peut être modifiée à volonté par ses acteurs, et donc elle n'a rien d'irrévocable, et c'est juste une base de données comme une autre, avec des aspects techniques différents, mais qui ne changent pas vraiment, au final, même par rapport aux régulateurs, la manière dont va fonctionner le système d'échange. Quand je dis que la blockchain de Bitcoin est sécurisée par le fait que le Bitcoin ait une valeur, on va essayer de rentrer rapidement, parce que ce n'est pas l'objectif de ce meetup, de savoir un petit peu comment ça fonctionne. En fait, la blockchain, c'est un système comptable à triple entrée. À chaque fois qu'on va rajouter des transactions, on ne va pas mettre à jour en fait, un tableur Excel, on va juste rajouter des blocs, les uns à la suite des autres, qui contiennent les nouvelles transactions, et on sera capable en fait, de recalculer tout le chemin transactionnel. Bon, ça, c'est un petit peu obscur, et on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va rajouter un nouveau bloc, ce bloc ne pourra être créé que et validé que par l'ajout de ce qu'on appelle une preuve de travail, qui est un processus en fait, cryptographique, mathématique, qui demande de l'énergie, en fait, qui demande de résoudre des problèmes qui sont complexes, mais qu'on ne peut résoudre que par de la force brute, et qui nécessite donc en fait, d'ajouter une sorte d'énergie. Et seul le fait d'avoir cette énergie électrique, cette puissance de calcul à disposition, permet de miner un bloc. Et si l'on retire en fait cette notion-là, ça veut dire que du coup, on va être capable de modifier la blockchain. Et juste pour donner un exemple, si quelqu'un aujourd'hui voulait revenir en arrière de 1 heure dans la blockchain Bitcoin pour pouvoir modifier une transaction, annuler une propre transaction en fait et la remplacer par une autre, faire ce qu'on appelle une double dépense, et donc créer un problème dans la blockchain, quelque part en modifiant ce qu'on pourrait appeler cette notion de vérité, il faudrait réussir, et là je parle juste en termes d'énergie électrique, à récupérer pour soi en fait 20 gigawatts, qui est en fait une grosse centrale nucléaire, sans compter tout le silicium, les ordinateurs et tout ce qui va avec en fait pour pouvoir créer cette preuve de travail. Donc aujourd'hui on se rend bien compte que les données qui sont sur la blockchain, leur intégralité est garantie justement par le fait qu'il existe cette notion de minage, et que si les gens minent, il y a des milliers de personnes dans le monde, ou peut-être plus, en fait, qui ont des systèmes de minage, qui mettent à disposition du matériel informatique pour ajouter de la sécurité au réseau, et s'ils le font, ce n'est pas parce qu'ils veulent faire partie d'une révolution, renverser les États et avoir une monnaie, etc. Non, c'est tout simplement parce que c'est un business, c'est une industrie. Parce que lorsqu'on émet des nouveaux tokens, lorsqu'on émet les nouveaux bitcoins, je disais tout à l'heure que leur émission était contrôlée par une suite mathématique, eh bien à chaque fois qu'on crée un nouveau bloc, il y en a un qui est créé toutes les 10 minutes en moyenne, on a le droit de rajouter des bitcoins dedans. En fait, on crée une émission de bitcoin, et en ce moment, c'est 25 bitcoins. Dans moins d'un an, on passera à 12,5, en fait, tous les 4 ans, on divise par 2. Et donc, celui qui a miné le bloc, en fait, d'une manière générale, tous ceux qui participent à la sécurisation du réseau récupèrent cette nouvelle poche de bitcoin et se la partagent, en quelque sorte, en fonction de leur puissance de calcul qu'ils ont donnée, un peu comme un gâteau. Et ensuite, ils vont les vendre sur les marchés pour pouvoir payer l'électricité, pour pouvoir payer du matériel, la maintenance, leurs ingénieurs, etc. Et donc, si demain le Bitcoin n'a plus de valeur pour une raison ou pour une autre, bien, les gens vont arrêter de dépenser de l'électricité pour sécuriser le réseau. Et donc, au final, on va se retrouver avec une base de données, cette blockchain, qui ne sera pas sécurisée du tout, parce qu'au lieu d'avoir besoin de l'équivalent d'une centrale nucléaire de bon calibre pour pouvoir l'attaquer et modifier, eh bien, on aura peut-être juste besoin finalement de brancher quelques dizaines d'ordinateurs et de revenir en arrière, et donc on ne pourra plus lui faire confiance. Et aujourd'hui, seule la blockchain de Bitcoin possède ces garanties en fait, de sécurisation. Il existe plein d'autres blockchains avec plein d'autres tokens cryptographiques, mais le Bitcoin, lui, représente plus de 90 voire 95% en fait, de l'effet de réseau qui fait qu'on aura quelque chose qui sera vraiment sécurisé. Alors, quels sont les enjeux ? Quels sont les enjeux de la blockchain? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça et pourquoi est-ce qu'on pourrait s'y intéresser? Bien, l'aspect fondamental d'utiliser le Bitcoin ou la blockchain du Bitcoin, c'est qu'on est basé sur des innovations sans la permission. Si vous êtes dans la fintech, vous savez tous que la régulation, les aspects, le droit autour de la fintech, c'est un des droits les plus complexes qui existent. Si vous voulez faire quoi que ce soit avec de l'argent, vous avez
vous avez une régulation qui est importante, vous devez mettre en place des systèmes administratifs complexes. À la limite, dans une boîte de fintech, il va y avoir plus de personnes qui gèrent du risque que d'ingénieurs. Avec le Bitcoin, et en utilisant ces technologies-là, vous pouvez immédiatement, et d'un point de vue global, et là c'est très important, parce qu'à chaque pays sa propre régulation, avoir un système qui vous permet d'assurer en fait du transactionnel sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Que ce soit pour faire du transactionnel, que ce soit pour consigner des fonds, que ce soit pour mettre en place, je sais pas, des smart contracts, faire du séquestre, pourquoi pas du crowdfunding, etc. C'est l'exemple qu'on va voir. Et tout ça, vous pouvez le faire dans le monde entier, immédiatement. Après, il faut comprendre la technologie, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque associé à ce que vous faites, mais en tout cas, vous échappez complètement à la régulation. Parce que le Bitcoin n'est pas une monnaie, hein, même si la Cour européenne a dit qu'il n'y avait pas de TVA et que donc, quelque part, c'était un petit peu une monnaie. Aujourd'hui, la CPR ne régule pas en France, en tout cas, le Bitcoin, ne considère pas le Bitcoin comme une monnaie. Et nous, par exemple, on est un change manuel euro-Bitcoin ici, et on ne rentre pas du tout dans le cadre de la régulation de la CPR. On n'a pas de licence, on n'a rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de KYC, qu'on ne fait pas d'AML. Hein, ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'il n'y a pas de régulation qu'on ne peut pas mettre en place en fait, des procédures de responsabilisation de best practice. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de le faire. Et quiconque en fait, peut ouvrir ou travailler avec le Bitcoin immédiatement. Et il y a un certain nombre de startups qui l'ont comprise et qui ont mis en place, qui ont commencé à développer des solutions assez intéressantes. On va en voir quelques-unes qui permettent justement d'exprimer de manière concrète ce qu'on peut faire avec ça et quels sont un petit peu du coup les enjeux. La première application qu'on va regarder, c'est une application qui s'appelle Abra. Je crois que ça vient d'Abracadabra, mais je ne suis pas sûr. Ils ont levé peut-être 14 millions de dollars, c'était à Silicon Valley, hein, évidemment. Et leur objectif, c'est de faire de la remise en fait, internationale en cash d'un point de vue global. C'est-à-dire c'est un réseau d'ATM humain, basé sur le dollar. C'est-à-dire que là, on va s'apercevoir que le Bitcoin, il n'existe pas. Enfin, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas vu par l'utilisateur final. Le principe, c'est, admettons demain, vous dites, tiens, moi je vais faire un Western Union global. Je vais faire lancer une app où les gens partout dans le monde entier vont pouvoir stocker des dollars, se les échanger, ou d'autres currencies, ce n'est pas tellement la question. Vous allez vite être limité. En France, vous allez avoir travaillé avec un EP, il vous faudra un passeport européen. Comment vous allez faire en Asie? Aux États-Unis, il vous faut une licence de monnaie transmetteur par state. Enfin, si vous voulez faire quelque chose de global, à moins que vous leviez 100 millions de dollars, c'est même pas la peine. Abra, eux, utilisent le Bitcoin. Et ça veut dire qu'en fait, les utilisateurs eux-mêmes sont le dépositaire des dollars. C'est-à-dire qu'on est capable, en final, d'avoir des dollars cash, mais sous la forme de clés cryptographiques liées en fait à des bitcoins sur le téléphone portable. C'est-à-dire que Abra ne possède rien. C'est décentralisé. À aucun moment, Abra n'est dépositaire des fonds. Alors vous allez me dire, mais la volatilité, parce que le bitcoin, un jour ça vaut 200, un jour ça vaut 400. En fait, ils utilisent des systèmes de hedge qui leur permettent de garantir, ils ont un coût qui est lié à ça, mais ils garantissent en fait le 200 $, et ils utilisent quelque part le Bitcoin, un peu on le verra tout à l'heure, comme en fait un token à qui on donne la valeur que l'on veut, en quelque sorte. Et donc les utilisateurs eux-mêmes vont s'échanger ces Bitcoins-là, vont récupérer des dollars en cash, ils vont faire eux-mêmes ATM. Alors après, je ne dis pas que ça c'est une solution miraculeuse à tout, parce que ça va avec son autre problème, la sécurité des gens, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est rentable? Mais en tout cas, on voit bien qu'en utilisant Bitcoin et la sous-couche de la blockchain qui permet de faire du transactionnel global dans le monde entier, on est capable de mettre en place ce genre de solution qu'on ne pourrait absolument pas, qu'on pourrait faire, évidemment, en utilisant les systèmes classiques, mais à des coûts absolument incroyables. Et aujourd'hui, on voit bien que Western Union a deux coûts majeurs. Le premier, évidemment, c'est la régulation, ça coûte extrêmement cher. Et le deuxième, et qui pour le coup, lui, sera très très difficile à venir disrupter, c'est le last mile. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont essayé de remplacer Western Union, même par le Bitcoin ou par quoi que ce soit, mais on voit bien que la grande difficulté, et là où se trouve la grande force de Western Union, c'est qu'ils ont le last mile. C'est-à-dire qu'ils sont présents partout, dans la dernière bicoque, vous pouvez penser en Asie, etc. Ils font le last mile. Et c'est ça que Abra, en fait, essaye de changer, pour le coup, en utilisant cette notion d'ATM humain. On entend parler récemment du prêt
pair à pair ou prêt participatif ou ce qu'on veut, ça existe depuis assez longtemps en fait dans le domaine du Bitcoin. Évidemment, et là c'est global, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le monde entier. Alors évidemment c'est en Bitcoin, hein, c'est pas en euros, c'est pas en dollars, donc ça reste limité, c'est pour ça qu'on voit quand même des chiffres qui sont quand même petits. Mais demain, vous pouvez mettre en place avec le Bitcoin une plateforme de lending, tout le monde peut prêter à tout le monde, vous mettez en place vos propres règles de risque, d'analyse, etc. Vous faites ce que vous voulez, hein, après ça ne veut pas dire que c'est facile, mais vous n'avez rien à demander à personne. Enfin, après, si vous faites n'importe quoi, vous aurez d'autres types de problèmes, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes capable de consigner des fonds, de faire ce genre de choses sans avoir besoin d'obtenir des licences, etc. Donc BTC Jam, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres qui font ça, qui font du prêt en utilisant le Bitcoin. Et là encore, l'intérêt, c'est le mot global, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment, il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui prêtent en Inde, qui prêtent au Vietnam, donc il n'y a pas de limite, en fait, à la géographie pour pouvoir mettre en place ce type de solution. ChangeTip, c'est une application qui est marrante, qui illustre en fait une possibilité. En fait, quand sur tous les réseaux sociaux, soit Facebook, Twitter, peu importe, des blogs, etc., vous avez la possibilité, parce que si vous aimez bien, je sais pas moi, un post ou quoi que ce soit, d'envoyer directement de l'argent à quelqu'un. Vous lui envoyez un tweet, ou peu importe en fait la forme, et ce tweet comprend en fait le paiement de quelques centimes ou €1, $1, et les gens peuvent le récupérer. Et donc là, vous avez un système en fait qui vous permet très facilement de faire du micro-paiement. C'est juste un exemple, hein. Si vous vouliez faire ça en dollars, vous serez limité. C'est-à-dire que les gens devraient s'enregistrer, faire un KYC ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait limité, par exemple aux États-Unis ou à la France. Là encore, c'est global. C'est-à-dire que c'est l'avantage d'utiliser cette couche transactionnelle, c'est qu'on n'est pas limité à une géographie. Et Internet, c'est global. Donc c'est pour ça que ça se prête très bien. Colu, donc là, c'est quelque chose d'un petit peu plus global qui illustre en fait ce qu'on va être capable de faire avec la blockchain de Bitcoin, non plus en considérant le Bitcoin en tant que monnaie, mais en y associant ce qu'on veut, des titres, une propriété, de l'or, enfin bref, on va être capable de créer n'importe quel type d'application et on va utiliser la blockchain Bitcoin comme moyen en fait de settlement et d'échange. Et Colu, c'est une des plateformes parmi d'autres qui permet de construire ce genre d'application. On peut prendre plusieurs exemples, ça peut être du crowdfunding par equity, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des produits, vous allez acheter des titres de la boîte, et les titres vont être émis sur la blockchain, parce qu'après c'est des propriétés comme les autres. Vous pouvez mettre en place des points de fidélité, sauf que les points de fidélité, au lieu d'être quelque chose de centralisé et d'arriver à faire entrer des marchands, et que les marchands vont se dire mais à qui est la propriété de la base de données, etc., avec toutes les problématiques que ça peut avoir, surtout si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus global, eh bien ces points de fidélité peuvent être directement des clés cryptographiques, donc des tokens cryptographiques qui vont être des bitcoins mais à une valeur extrêmement faible, donc qui auront une valeur en fait sémantique, c'est-à-dire que peut-être que la valeur ça va être 10 moins 5 centimes, mais au final ça va être un point de fidélité, 1 miles, parce que ça va être indiqué comme tel en fait dans le système et que les gens pourront se les échanger directement sans avoir en fait un élément central qui va déterminer le fonctionnement du programme de fidélité. Donc ça, c'est des choses qui sont capables, qui sont en train d'être étudiées par un certain nombre de marchands, parce que ça a l'avantage d'être global et décentralisé. Et donc on peut vraiment construire n'importe quel type d'application, et les possibilités sont assez importantes. Je vais prendre un exemple qui va sortir un petit peu de la fintech, mais qui exprime ce qu'on va être capable de faire avec une blockchain et de la blockchain de Bitcoin, et pourquoi avoir une source de vérité en fait infalsifiable et intéressante. On va prendre l'exemple du Honduras. L'Honduras, c'est un pays qui a un petit problème, qui est la propriété foncière. C'est-à-dire que le pays est tellement gangréné par par une administration corrompue que le pays n'est pas capable d'assurer la propriété foncière à ses habitants. C'est-à-dire que les gens s'approprient des terrains parce qu'ils sont près de la mer, etc. Donc, on va dire, ok, ça c'est un problème du Honduras, mais ça pose un problème économique fort, qui est que l'investissement étranger, il a un petit peu de mal à venir. Parce que quand même, si vous voulez investir dans un pays et que vous dites que la propriété foncière n'est pas garantie, vous allez avoir du mal à faire venir quelqu'un pour construire un hôtel. Donc du coup, c'est un vrai souci. Et vous avez deux solutions. Soit vous allez exécuter tout le monde au niveau de l'administration, soit vous allez essayer de trouver une solution qui permette d'assurer la propriété foncière d'une autre manière.
Et c'est ce qu'est en train d'étudier le Honduras, avec une start-up qui s'appelle Factom, qui utiliserait en fait la blockchain comme preuve cryptographique d'enregistrement des titres. C'est-à-dire qu'au lieu de les mettre dans des bases de données Oracle centralisées, qui peuvent être modifiées à volonté par un administrateur corrompu parce qu'il a les accès, eh bien on va toujours utiliser ça à la limite, mais on va horodater en fait les informations liées au cheminement des titres fonciers dans la blockchain, on va juste les enregistrer, et donc il y aura une traçabilité totale qui sera assurée à ce niveau-là. Et donc ça n'empêchera pas quelqu'un de vouloir le modifier, mais par contre il ne pourra jamais masquer en fait la trace, puisque ce sera impossible pour lui, ou même pour le gouvernement s'il voulait masquer tout ça, eh bien d'effacer la trace du changement dans la blockchain de Bitcoin, parce que justement elle est sécurisée. Et là on voit un exemple assez éloigné en fait des problématiques de FinTech, qui permet de résoudre des problèmes réels avec une approche un petit peu innovante. Alors dans Oracle, il y a effectivement des mécanismes de traçabilité, mais je veux dire, ça ne suffit pas. À la limite, si quelqu'un a accès au système, il peut tout changer à l'intérieur. À la limite, il peut détruire la base. Alors que là, on ne peut juste pas. Donc c'est ça l'intérêt en fait, c'est que ça échappe en fait, c'est pas centralisé. Et c'est un des intérêts majeurs de la blockchain. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation en fait? On en parlait en introduction, le Bitcoin a très mauvaise presse, hein, on en parle plutôt mal, on en parlait en tout cas plutôt mal dans les médias, et maintenant on parle de la blockchain, on dit ouais c'est génial, c'est l'avenir. Bon, il existe un consortium qui s'appelle R3, qui est composé de 22 banques, dont JP Morgan, dont on parlait au début, la Société Générale, qui a pour objectif de réfléchir à la manière d'utiliser la blockchain pour en fait, améliorer les systèmes transactionnels interbanques, c'est-à-dire tout ce qui est clearing des titres, clearing entre les banques, parce qu'aujourd'hui c'est centralisé par Clearstream, Eurostream, même Swift, etc. Et donc on réfléchit à des solutions pour changer ça. Alors est-ce qu'on va utiliser la blockchain de Bitcoin? Est-ce qu'on va utiliser des blockchains privées? Bon, il n'y a pas forcément de réponse. Et c'est un système qui est vraiment compliqué. J'en parlais avec des personnes un petit peu responsables dans ce domaine. Et ils sont face à effectivement deux alternatives qui sont compliquées. Si on se dit qu'on utilise une blockchain privée, on se dit voilà, on reprend ça, mais par contre pas de Bitcoin, pas de token cryptographique, on fait ça basé sur la permission, un peu comme système Oracle avec une traçabilité. Hein. Bon bah là, effectivement, peut-être qu'on va pouvoir faire une chose entre les banques, mais d'un autre côté, le régulateur va vous dire vous êtes gentil, mais vous pouvez continuer à falsifier, à magouiller vos trucs entre vous. Personne n'y verra que du feu. Donc ça ne va rien changer sur le fonctionnement habituel que vous avez. On devra continuer d'auditer. Au final, on va recréer un truc centralisé. On va auditer ce truc centralisé parce que vous n'avez sinon aucune garantie que ça ne va pas être falsifié et que vous allez faire vos magouilles. Même si vous êtes 22, vous pourrez toujours vous entendre un jour pour masquer une connerie que vous allez faire monumentale. Si on utilise la blockchain de Bitcoin qui, elle, a l'énorme avantage de ne pas pouvoir justement masquer les conneries monumentales, par contre, pour pouvoir rajouter des transactions, faire fonctionner, rajouter de l'huile dans le moteur et que ça fonctionne, il faut utiliser le Bitcoin. Et le Bitcoin, aujourd'hui, c'est un cauchemar au niveau de la régulation. C'est quoi? Ça n'existe pas, c'est pas régulé, il y a une hystérie. Et là, le régulateur dit « Ah ben non, vous êtes gentil, mais vous ne touchez pas à ça ». Donc, qu'est-ce qui va se passer autour de la blockchain pour les institutions financières? Est-ce que vraiment ça va être une solution magique qui va permettre de faire économiser 20 milliards par an aux banques comme un rapport de Santander, de la banque Santander l'a prédit? Ça, aujourd'hui, personne ne sait. Il y a une vraie question autour de la régulation. En tout cas, en France, il y a une véritable hystérie autour du Bitcoin. Nous, on est bien placés pour le savoir, puisqu'on s'est fait fermer 2 comptes en banque, simplement parce qu'on s'appelle la maison du Bitcoin. Donc, le régulateur, aujourd'hui, ne veut pas toucher au Bitcoin. Pour lui, c'est quelque chose de toxique. Et bon, est-ce que ça va évoluer? Ça, j'en sais rien. Il existe un rapport que vous avez peut-être vu de Croissance Plus qui s'appelle FinTech 2020 reprend l'initiative, qui parle justement de l'intérêt de la blockchain, du Bitcoin et de la nécessité de mettre en place en fait, des groupes de travail, des groupes de réflexion pour réussir à résoudre cette problématique de toxicité, c'est-à-dire de mettre en place des éléments de régulation pour pouvoir permettre aux différentes startups de se développer en utilisant ces technologies sans pour autant rentrer dans l'hystérie ou le fait de simplement pas pouvoir ouvrir un compte en banque parce qu'on touche au Bitcoin.
il y a une véritable, là pour le coup, il y a un véritable enjeu au niveau du gouvernement de savoir qu'est-ce qu'on va faire du Bitcoin. Parce que même si on se dit on va faire de la blockchain, c'est génial, si on veut le faire bien, à un moment ou à un autre, on se retrouvera avec des tokens cryptographiques qui auront une valeur, parce qu'ils auront besoin d'avoir une valeur pour assurer une sécurité, et on se retrouvera avec une notion de quasi-monnaie, et donc avec des vraies questions autour de la régulation. Aujourd'hui, c'est une véritable inconnue. Est-ce que ce sera régulé? Est-ce que ce ne sera pas régulé? Ce qui est certain, c'est que régulation par régulation, le Bitcoin, lui, va continuer de fonctionner, parce que c'est un système d'échange qui existe, qui fonctionne, qui résout des vrais problèmes, qui a plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde entier. Alors ça ne va peut-être pas devenir la monnaie de tout le monde, enfin, ça n'a jamais été conçu pour ça, et il n'est pas certain qu'il y ait une adoption globale du Bitcoin et de ses technologies, mais ce qui est certain, c'est que ça continuera d'exister, et qu'on verra apparaître des projets assez intéressants, comme par exemple des marchés prédictifs, qui sont un peu des sortes on peut considérer ça comme du pari, en quelque sorte, mais qui s'intègrent à toutes les questions que l'on peut poser. Les marchés prédictifs réels n'ont jamais vraiment existé, soit parce qu'ils étaient centralisés, donc le résultat de ces paris sur des élections, sur ce qui peut se passer en fait sur des entreprises, etc., à chaque fois ça pouvait être modifié, ou alors parce que les gouvernements les faisaient tomber, parce que c'était des sources d'informations trop importantes, trop critiques. À titre d'exemple, s'il existait des marchés prédictifs parfaits, le scandale Volkswagen n'aurait à la limite pas pu exister. Parce que quelqu'un avec cette information aurait pu monétiser cette information de manière anonyme sur ces marchés prédictifs. C'est un peu comme du insider trading en quelque sorte, sauf que là on aurait pu le faire sans avoir le risque juridique associé. Et les marchés prédictifs sont en train d'arriver justement basés sur des blockchains et des systèmes d'oracle décentralisés. Et ce sera très intéressant de voir l'impact que ça pourra avoir sur notre société. Vous connaissez des expériences sur ces marchés prédictifs? Alors il existe, oui, ça s'appelle Augur, A-U-G-U-R. Ça utilise une blockchain d'Ethereum qui est un système beaucoup plus complexe qui permet de décentraliser en fait des applications et pas seulement en fait des tokens, enfin des monnaies. Et ça va être lancé, je pense, dans les mois qui viennent. Il sera intéressant de voir justement comment ce sera utilisé et est-ce qu'on pourra en faire. Le Bancor était une monnaie donc proposée par Keynes je dirais contre le plan White qui du coup, comme le disait le président de JP Morgan, qui base le dollar comme monnaie supranationale. Mais à la base, les Européens proposaient quand même une monnaie supranationale qui échappe au contrôle d'un État en particulier, qui était le Bancor. Et si on a perdu en fait cette proposition, simplement à cause du déficit de la guerre, et du coup on n'avait pas l'avantage financier, mais clairement c'est clairement un argument à utiliser le Bancor. Alors l'avantage du Bitcoin, ça aurait été au moins de se poser la question de qu'est-ce que l'argent, justement, et de faire rencontre aux gens, enfin que justement, l'argent aujourd'hui, la plupart des gens pouvaient penser que l'argent était backé par l'or, en fait. Aujourd'hui, pas du tout, c'est filant, et c'est vrai qu'il existe. C'est pour ça qu'il l'avait appelé le Bancor, oui. Pour faire une sorte, c'était peine d'or, mais clairement une monnaie. La grosse question, c'était comment elle serait régulée. Et en fait, le Bitcoin résout cette question de régulation. Oui, parce que c'est régulé par l'ADN du Bitcoin et effectivement, la courbe d'extraction, de création du Bitcoin suit un peu celle d'un métal précieux. Aujourd'hui, le Bitcoin a une limitation qui est qu'on n'est pas capable, en théorie, de dépasser 7 transactions par seconde. Dans la pratique, on est à entre 3 et 5 actuellement, donc on n'est pas loin de la limite. Et il faut savoir que le réseau Visa, il a des pics à 20 000 transactions secondes, donc je pense que globalement, il faudrait 100 000 transactions secondes si on voulait que le Bitcoin soit la monnaie de tout le monde, voire plus. Il existe des solutions. Il n'y a pas une limitation technique qui empêche de faire évoluer. Il y a deux solutions. C'est soit de faire évoluer en fait, ce qu'on appelle la taille des blocs, la taille de chacun des blocs. Mais on ne peut pas aller non plus à l'infini. Il existe aussi en fait, des solutions qui sont encore académiques, un petit peu expérimentales. C'est ce qu'on appelle les sidechains. C'est d'émettre en fait, des blockchains, des nouvelles blockchains, des nouveaux tokens cryptographiques avec des propriétés différentes, c'est-à-dire qui peuvent accommoder peut-être beaucoup plus de transactions, des tailles de blocs très importantes avec des supernœuds, etc. Le tout rattaché à la blockchain Bitcoin par ce qu'on appelle un PEG. Et en fait, on va horodater, par exemple, toutes les 10 minutes, tout l'arbre de transactionnel de cette nouvelle sidechain dans Bitcoin et donc permettre en fait, le meilleur des deux mondes, à savoir avoir la possibilité de faire énormément de transactions par seconde tout en assurant en fait, l'intégralité de cette sidechain dans la blockchain. Donc, il y a ici une société qui s'appelle Blockstream aux États-Unis qui a levé 20 millions de dollars, qui est composée des plus grands cryptographes
américains ou voire du monde qui travaillent justement sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de maths, c'est très académique. Mais il y a une première sidechain qui a été sortie qui s'appelle Link et qui aujourd'hui permet aux échanges de Bitcoin justement de fluidifier en fait justement les échanges transactionnels de Bitcoin entre eux. Est-ce qu'on peut imaginer dans un système interbancaire, ou en tout cas avec N acteurs limités, pouvoir quand même sécuriser le Bitcoin avec la blockchain, en disant peut-être qu'il y a 20 acteurs qui cartélisent ou qui font un réseau privé et qui apportent de la sécurité eux-mêmes? C'est possible de le faire en utilisant les sidechains justement, c'est-à-dire qu'en fait on peut émettre une sorte de blockchain privée qui va être horodatée dans la blockchain de façon régulière pour assurer en fait une traçabilité et une auditabilité totale. Mais ça revient à un moment ou à un autre d'utiliser le Bitcoin. Et donc on se retrouve dans des problématiques de régulation. Parce que si on utilise le Bitcoin, même si c'est des petites valeurs et que c'est pour lui, etc., on le manipule quand même. Et aujourd'hui, pour une institution financière, ce qui n'est pas régulé, on ne peut pas le manipuler, donc il y a une vraie complexité. Mais oui, c'est possible, il y a des vraies solutions. Et du reste, le Nasdaq a commencé à émettre des premiers stocks privés directement sur la blockchain. Je pense qu'on a tout à fait le moyen, un État a tout à fait la possibilité de mettre en place une oppression suffisante pour faire peur et que les gens ne l'utilisent pas. Maintenant, même en Russie ou même en Chine, on est quand même relativement loin. Parce qu'il y a quand même aussi un véritable enjeu économique qu'on ne peut pas ignorer. Donc ils font quand même assez attention. Il y en a qui sont très contre, il y en a qui sont un peu plus pour en Russie. Enfin, il y a des vraies réflexions à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il n'y a encore rien de fait. Mais on ne peut pas exclure le fait qu'en Russie, ils disent maintenant, on ne peut pas interdire la technologie, parce que ça reviendrait à interdire la signature de messages cryptographiques, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, on pourrait très bien, toute personne qui fait du business ou qui est liée à ce genre de choses, pouf, en Sibérie, bon, donc du coup, ça décourage un peu les startups, je pense. En fait, on parle beaucoup de monde dans le Bitcoin qui est open source. Oui. Mais les hardware, les ASIC sont vraiment contrôlés par des fabricants. Et donc, il n'est pas possible de voir les codes sources qu'ils utilisent et tout. Comment ça se passe? Alors, les ASIC, donc tu parles pour le mining. Ça, c'est pas en fait, un ASIC, c'est-à-dire que c'est un microprocesseur spécialisé. On fait le silicium, on utilise pour miner, pour sécuriser, on n'utilise pas des processeurs Intel, parce que c'est pas assez puissant. On utilise des processeurs qui ont été fabriqués spécialement pour ça. Mais au final, tout ce que ça fait, ce sont des fonctions de hachage double. Donc c'est très limité sur ce que ça fait. La logique du code, on ne peut rien faire d'autre que faire des... Donc soit ça marche pas, mais après qu'il y ait des secrets industriels sur le fait qu'il y a un ASIC qui hache 2 fois plus vite qu'un autre avec une meilleure consommation, ça fait partie de l'industrie, mais en aucune manière ça ne menace ou pose la... On ne peut pas mettre en fait un root code ou un truc là-dedans, parce que c'est juste en fait une primitive mathématique. Donc là-dessus, non, ça pose aucun problème. Il y a un rapport qui a été publié l'année dernière par TrackFin, Oui. qui je pense permet de comprendre un peu la position des États, et surtout celui de la France évidemment, sur les risques en fait, que le Bitcoin soit utilisé pour financer le terrorisme ou pour blanchir de l'argent. Et quelle est votre interprétation? Comment est-ce que, à votre avis, on peut sécuriser ça? Je sais qu'il y a des recommandations dans ce rapport pour justement encadrer ça, pour que le Bitcoin soit possible et utilisable sans que ça puisse permettre ces déviances-là. Quel est votre avis sur ce sujet? Alors, pour en avoir discuté justement avec TrackFin, en fait, il y a des recommandations qui sont réelles et des recommandations qui sont un petit peu illusoires. Donc, d'une manière générale, ça se base sur le principe qui est le cash, c'est mal. C'est pas juste le Bitcoin. Parce que du reste, avec la loi Sapin, là, en septembre, on ne peut plus payer plus de 1 000 €. Et d'une manière générale, il y a une volonté d'aller vers une société cashless. C'est déjà de plus en plus le cas en Europe du Nord, de ne plus avoir de cash du tout. Donc ça, après, est-ce que c'est une attaque aux libertés fondamentales ou pas? Enfin bref, c'est un autre débat. Mais effectivement, par rapport au Bitcoin, on va dire qu'il y a des recommandations qui sont réalistes, qui sont que les changeurs, là on peut échanger du Bitcoin avec des euros, que ce soit en espèces, virements, etc., soient régulés, des gens comme nous soient régulés avec une analyse en fait, et un audit des KYC, le contrôle client, etc. Très bien, ça c'est des choses qui sont complètement normales. Et d'autres recommandations qui ont qu'à chaque fois qu'il y a un compte Bitcoin qui est ouvert, en fait il y a un KYC, et ça, même les agents de TrackFin ou Gendarmerie nationale me disaient, bon ça, non, ok... c'est juste n'importe quoi. Pourquoi? Parce que en fait, créer un compte Bitcoin, c'est juste, c'est lancer un dé 256 fois, donc chacun le fait, c'est décentralisé, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'instance centralisée, on va ouvrir un compte. Et donc ça reviendrait à dire qu'à chaque fois qu'on fait ça, en fait, on doit quoi? On monte sa pièce d'identité à la caméra de l'ordinateur, et puis ensuite ça part à Bercy,
Bon, parce qu'on est en France, mais qui va vérifier ça? Parce que déjà, chez les marchands de tabac, le KYC qui doit se faire quand on ouvre des comptes Nikkei, Freemium, des comptes prépayés, etc., personne ne vérifie, c'est une boucherie. Si ça devait être fait par chacun, déclaratif sur l'honneur, c'est juste impossible. Donc effectivement, on ne peut pas contrôler Bitcoin. Et je pense que les recommandations et ce qui va vraiment se passer, c'est que dans l'univers Bitcoin, tout ce qu'on pourra faire, c'est mettre en place des best practices pour faire un audit, parce qu'on est capable d'auditer la blockchain. Il y a des startups qui justement sont capables de tracer, dire attendez là, les bitcoins que vous avez, ils ont une probabilité de 10% de provenir de Silk Road, trafic de drogue, etc. Donc il y a un KYC, il peut y avoir une analyse en fait extrêmement, assez précise de l'origine des fonds, de point de vue technique. Par contre, il n'y aura jamais d'audit sur qui fait quoi, des entités, parce que c'est juste pas possible. Mais il y aura forcément, et je l'espère, parce que nous on le souhaite aussi, nous on appelle TracFin, on leur dit attendez, qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qui arrive avec une mallette? Ah désolé monsieur, je ne peux pas vous parler, vous n'êtes pas régulé par la CPR. Donc nous on est aussi demandeurs de mettre en place une régulation, et on pense que des établissements comme les nôtres doivent être régulés. On doit nous donner des procédures pour le KYC, les best practices, etc. Parce que c'est normal. Est-ce que tu vois une évolution dans le rapport avec les régulateurs et les banquiers depuis qu'on utilise blockchain à la place de Bitcoin? Alors cette tendance blockchain Bitcoin est assez récente. Alors on voit une différence, oui, effectivement, c'est qu'on fait beaucoup de formations et d'interventions sur la blockchain, alors qu'on n'en faisait jamais sur le Bitcoin, beaucoup moins en tout cas sur le Bitcoin, et on va dire que ça a créé un appel d'air en fait pour du consulting blockchain. Enfin, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais là on est vraiment dans une phase effectivement de demande d'innovation où il y a beaucoup de responsables d'innovation qui se disent attends, elle est où la blockchain? J'ai pas ma blockchain, va me faire la blockchain. Voilà. Donc, je schématise, mais on est un peu dans une bulle d'innovation qui est un petit peu ridicule par moment, mais bon, c'est toujours les cycles. Donc, c'est bien, parce que ça permet de faire vivre un certain nombre de personnes. Nous, on ne fait pas de consulting, donc bon, ça ne nous regarde pas trop, mais en tout cas, il y en a qui vivent bien. Ensuite, sur les relations avec le régulateur, bon, ça a été très vite désamorcé. Le régulateur s'est tout de suite désintéressé de Bitcoin quand le prix s'est effondré. On a bien vu la différence. Quand on a commencé à ouvrir la maison du Bitcoin, là, tout le monde, quand on est allé là-bas, on allait les voir, ils étaient 6, ils étaient assez stressés. Quand on est revenu 6 mois après, quand le Bitcoin était bien tombé, ils étaient 2, ils n'en avaient plus rien à faire. Donc clairement, c'est plus un sujet. À un moment, c'était un sujet assez tendu pour eux. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Je pense que ça ne l'est toujours pas. Ça reviendra par une autre porte justement avec la blockchain et peut-être parce que des gens vont mettre en place, utiliser la blockchain de Bitcoin pour faire des choses et donc du coup, il y aura du Bitcoin quelque part à régler. En ce qui concerne les banques, je pense que ça n'a rien changé. Je pense que si demain je retourne dans les 2 banques qui nous ont mis dehors parce qu'on faisait du Bitcoin, je ne pense pas qu'ils nous reprendraient. Donc aujourd'hui, on continue de vivre caché. On ne dit pas trop ce qu'on fait quand on ouvre des comptes en banque. Parce que c'est malheureux, mais bon, si on le fait, ils disent ah oula, malheureux. Donc aujourd'hui, la situation est encore un petit peu crispée, mais bon, je ne doute pas que ça évoluera et voilà, ça fait partie des choses, ça fait partie du business, quoi. Avant, je travaillais dans une boîte qui faisait on faisait de la grande conso, on faisait des codes réduction en fait, ça s'appelait Prixing, c'était dans une autre vie. Et on travaille avec Carrefour, on essayait de mettre ça chez Carrefour. C'est-à-dire qu'en fait, quand on passe en caisse, ça fait une réduction, enfin bref, peu importe. Et là-bas, j'ai appris un truc, chez Carrefour, on ne touche pas à la caisse. Je veux dire, on ne touche pas à la caisse. Et là, c'est un peu pareil. Sauf que c'est plus Carrefour, c'est les États. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne touche pas à l'argent. Il y a des choses qui sont sacrées. Et même le fait, je discutais avec certaines personnes, en fait, le fait d'expliquer qu'il y a une possibilité d'avoir un argent décentralisé, que ça puisse fonctionner, on arrive tout de suite à un blocage et une hystérie. C'est-à-dire que c'est très difficile de remettre en question peut-être tout ce qu'on a vu ou compris pendant toute sa vie. Et on arrive vite à un blocage et à un rejet en disant non, c'est pas possible, votre truc c'est un Ponzi. Voilà, donc on arrive assez vite à des poncifs qui écartent complètement en fait d'un revers de main le truc en disant mais c'est bon, allez jouer ailleurs. Et bon, peut-être qu'ils ont raison, hein. Peut-être que on ne sait pas ce que ça va donner, parce que c'est tellement compliqué que même si nous on est investi dans le Bitcoin et qu'on y croit,
peut-être que dans 5 ans, ou même avant, le truc va s'écrouler et il faudra attendre 20 ans avant qu'il se passe quelque chose. Donc, parce que c'est très compliqué, il y a des effets de masse, des effets de réseau. Donc personne ne peut savoir, même dans 1 an, ce qui va se passer autour de Bitcoin. Mais au moins, ça a l'avantage d'être passionnant. Et on ne s'ennuie pas. Le Bitcoin, s'il plonge en dessous de 200 $, par exemple, il y en a en Chine, ils vont arrêter de miner. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont l'électricité gratuite ou pas chère parce qu'ils ont des accords avec des provinces en Chine qui produisent trop d'électricité. Il y a des endroits comme à Washington où l'électricité n'est pas chère pour diverses raisons. En Islande, ils ont accès à la refroidissement géothermique qui ne coûte pas cher. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une véritable industrie et qu'aujourd'hui, ceux qui sont là-dedans investissent des dizaines de millions, voire plus. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est tout à fait vrai que si demain le Bitcoin s'écroule, instantanément, le minage va s'arrêter. Et donc, la sécurité de la blockchain est vraiment liée au succès de Bitcoin. Et effectivement, aujourd'hui, le Bitcoin, on peut considérer ça comme une expérience économique, à grande échelle, certes, mais une expérience, et qu'on ne sait pas, personne ne peut être capable de prédire, effectivement, dans 1 an, ce qui va se passer, parce que justement, le marché, le mining, l'usage, il y a tellement de choses, en fait, qui tournent autour de ça que... c'est à la limite du chaotique et c'est très difficile de prévoir. Alors aujourd'hui, le seul vrai système qui fonctionne, c'est la preuve de travail. Parce qu'en fait, il y a le proof of stake, en fait, la preuve de possession qui est basée sur j'ai le droit de voter dans le système de consensus si je possède des tokens qui sont mis dans le frigo pendant 3 mois, par exemple, etc. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas encore très très bien, ça ne donne pas le même type de garantie. Il y en a qui travaillent sur ce problème. Il y en a aussi qui se disent, tant qu'à faire, autant calculer des choses, autant plier des molécules, autant faire des trucs qui peuvent être utiles pour l'humanité. Aujourd'hui, c'est vrai que, alors est-ce que c'est du gaspillage, pas du gaspillage, est-ce que c'est un problème environnemental, enfin bon, tout ça, c'est des questions ouvertes. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Et il n'y a pas de solution à court terme à ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, on va encore continuer un certain temps avec la preuve de travail parce que c'est aujourd'hui la plus efficace. Je ne parle pas d'un point de vue énergétique, mais la plus efficace dans l'objectif de sécuriser cette fameuse blockchain. Est-ce que la solution, ce n'est pas la cartélisation par les banques? Parce qu'elles arriveront à se débrouiller pour consommer moins d'électricité? Après, on rentre dans les blockchains qui sont basées par la permission. Et donc, dans ce cas, on n'a plus besoin d'avoir le système de minage. Le système de minage ne sert qu'à décentraliser, à garantir une indépendance. Si effectivement, on remplace, ça s'appelle Ripple. Ripple, en fait, utilise des systèmes de permission. C'est une autre blockchain qui prédate Bitcoin. Et c'est utilisé pour faire du SWIFT entre les banques. Bon, ça permet de gagner un petit peu en efficacité. Alors, à chaque fois que vous faites des transactions sur le réseau Bitcoin, il y a des frais de transaction qui sont de l'ordre... donc, c'est fixe en général. Enfin, bon, ça ne dépend pas du montant. Ce n'est pas un pourcentage du montant que vous mettez, mais ça peut être quelques centimes. Les mineurs, en fait, récupèrent aussi ces frais de transaction. Et donc, effectivement, on avait dit tout à l'heure que tous les 4 ans, on divise par 2 le nombre de bitcoins qui sont émis. Donc, on va dire dans une dizaine d'années, quinzaine d'années, on va peut-être avoir qu'un bitcoin émis toutes les 10 minutes au lieu de 25 maintenant. Donc, il faudra que ce soit effectivement compensé par l'augmentation des frais de transaction. Soit ça, soit que le bitcoin vaille vraiment très très cher. C'est pour ça que ce n'est pas évident de savoir ce qui va se passer dans les années qui viennent et que ça rajoute effectivement une interrogation supplémentaire. Est-ce que la notarisation est reconnue déjà quelque part dans le monde lorsqu'on passe par blockchain? Je ne pense pas. Sinon, je pense qu'on ça se saurait, on l'aurait vu dans Reddit. Mais non, c'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, la blockchain permet de notariser. Et c'est utilisé, il y a une société qui s'appelle Ascribe.io. L'objectif, c'est effectivement d'avoir une traçabilité des œuvres d'art digitales. C'est-à-dire quand on le vend, on vend aussi le certificat. Et il y a aussi, on utilise la blockchain en fait pour notariser les carnets de suivi d'œuvres d'art, pour éviter les falsifications lors de ventes, qu'il y ait des faux, des choses comme ça, en fait, pour assurer le suivi donc, de ces œuvres d'art. Mais je pense que ce n'est pas reconnu du tout par quiconque, donc ça ne remplacerait pas une autorisation normale. Je pense que ce serait utilisé en cas de problème, en tant que peut-être élément de preuve ou choses comme ça, mais aujourd'hui, il n'y a encore rien. Ce qui serait intéressant, c'est de voir des premières jurisprudences qui utiliseraient la blockchain ou des choses enregistrées dans la blockchain comme élément de preuve ou comme source de vérité, entre guillemets. Donc je pense que ça passerait plutôt par là pour entrer un petit peu plus à plus dans la loi. Très bien, merci à tous d'être venus. Merci.
Merci.